Bon, bah écoutez, on poursuit cet après-midi magnifique. Et j'ai un grand honneur aujourd'hui, pour moi c'est vraiment un grand bonheur, un grand honneur d'accueillir Isabelle Sourbès-Verger parmi nous, qui est une très grande spécialiste du spatial extra-atmosphérique, c'est-à-dire en fait de tout ce qui tourne autour de la planète, tout ce qui est artificiel, et puis aussi de ce qui est un peu plus lointain, donc tous les engins qu'on construit et qu'on envoie dans l'espace pour différentes raisons. Et d'ailleurs, elle vient de signer, là, il n'y a pas très longtemps, un super bouquin que je vous invite à acheter à la librairie et qu'elle pourra vous dédicacer après. Ce sont 40 fiches illustrées qui parlent de géopolitique du monde spatial. Et donc, je vais l'interroger sur ce sujet extrêmement vaste qui est la géopolitique, la géostratégie de l'espace. Vous allez voir que c'est assez étonnant parce qu'il y a évidemment plein de sujets à aborder, des sujets politiques, des sujets technologiques, militaires, civils, scientifiques, écologiques, industriels, bref, beaucoup de sujets. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, la régie, on ouvre le micro, s'il vous plaît. Micro. Un, deux. Bonjour. Celui-là, il marche. Un, deux. C'est bon, c'est ouvert. Merci. Merci Chloé. Merci la régie. Alors, Isabelle, vous êtes géographe comme moi, mais vous êtes directrice de recherche au CNRS, pas moi. Nul n'est parfait. Voilà, et exactement. Et donc, on va commencer tout de suite à discuter, on va papoter. Et vous pourrez aussi poser des questions, puisque Chloé est parmi vous. Et si vous avez des questions, eh bien, vous levez la main au fil de la discussion pour pouvoir enrichir nos échanges. Alors moi, j'ai travaillé, j'ai plein de questions. On va commencer par des questions... ouais, merci pour la musique. On va commencer par des questions, en fait, russes. On va commencer par la Russie. Parce que c'est l'actualité. Cet été, les Russes ont envoyé, et ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, une sonde qui s'appelle Luna 25 vers la Lune, vers le pôle sud de la Lune. Et que s'est-il passé et pourquoi ont-ils fait ça? Que s'est-il passé et qu'est-ce que révèle l'échec de cette sonde, Isabelle? Oui. Alors, vous avez dû remarquer effectivement que cet été, on a beaucoup parlé de la Lune. On a beaucoup parlé de la Lune avec la sonde russe. Ensuite, on parlera peut-être de la sonde indienne. On a aussi une sonde japonaise qui est en train, dont on parle moins en ce moment, mais qui est en train de se diriger aussi vers la Lune avec un autre type de mission. On reviendra dessus. Et en quelque sorte, je dirais qu'on est revenu dans les classique du spatial, c'est-à-dire cette histoire d'Apollo qui fait que finalement l'ère spatiale et les grands moments, ceux qui ont marqué absolument tout le monde, c'est bien sûr Gagarine, bon, dans une moindre mesure la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, mais c'est quand même moins marquant. Et puis c'est cette fameuse marche d'un Américain sur la Lune qui représente vraiment le point d'orgue de la conquête spatiale. Et depuis, on est passé à un spatial beaucoup plus lié à la Terre, ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire des satellites qu'on utilise pour la météorologie, pour les télécommunications, pour le climat, et ensuite à un spatial privé commercial, essentiellement américain, dont on a parlé dans le milieu de l'après-midi. Et ces vieux schémas de la guerre froide où il y a deux très grandes puissances qui sont prêtes à se partager l'espace comme elles se sont partagées le monde, eh bien finalement, on l'a un peu décalé en disant c'est plus les États-Unis et l'Union soviétique, ce sont les États-Unis et la Chine. Et voilà, ça c'était le schéma. C'est pas un schéma très juste hein, parce qu'en réalité la Chine elle est très loin de remplir le rôle que l'Union soviétique remplissait à cette époque. On pourra y revenir. Mais en réalité, cette sonde Luna, ça a été l'occasion de revenir précisément sur cette vieille histoire. Et d'y revenir d'autant plus qu'on était quand même qu'on est malheureusement en pleine période de guerre de la Russie avec l'Ukraine et que donc le test aussi pour les opinions occidentales et même sans doute pour l'opinion russe, c'était de savoir quelles étaient finalement les capacités technologiques encore existantes de la Russie dans ce domaine où elle avait été la premier homme, première photo de la face cachée de la Lune et où elle avait vraiment une avancée extraordinaire
extraordinaire. Il y avait un autre facteur qui fait qu'on a beaucoup parlé de Luna 25. Alors, vous y ferez attention en pensant à moi à l'occasion. C'est que régulièrement, alors je crois que dans la presse, ils appellent ça un marronnier, mais régulièrement, au moment de Noël et du 1er de l'an, au moment de juillet-août, entre le 15 juillet et le 15 août, les journalistes doivent être un petit peu en manque de copies. Et puis, globalement, ils considèrent que le spatial, ça doit faire rêver tout le monde. Et donc, la moindre actualité spatiale pendant ces périodes, vous la retrouvez sur le devant de la scène. Et croyez-moi, le nombre de fois où mes vacances sont coupées par des journalistes pendant la période de Noël et pendant les grandes vacances, je peux vous assurer que ça fait 10 ans que ça dure. Donc, Luna 25, elle est aussi tombée pendant cette période-là, ce qui fait qu'on en a encore plus parlé. Alors, de quoi il s'agissait? Il s'agissait effectivement du retour de la Russie dans le domaine de l'exploration, surtout sur un mode totalement autonome et indépendant. Donc là, on avait une raison pour laquelle la Russie y allait toute seule, c'était que tout simplement, depuis la guerre et l'invasion de l'Ukraine, alors déjà un petit peu la Crimée, mais surtout l'Ukraine, les puissances spatiales, plus personne n'est autorisé. L'interdiction de coopération avec la Russie a été étendue à l'ensemble des activités, sauf une, ça aussi c'est très intéressant, qui est la Station spatiale internationale. On en reparlera. Voilà. Alors, les Américains se sont dispensés d'interdire aux Russes de continuer à coopérer avec eux sur la station spatiale, tout bêtement parce que la station spatiale, elle est d'abord russe avant d'être américaine en termes de technologie et de modules. Donc, en gros, ça revenait à s'interdire à soi-même d'aller sur la station. Donc, ça, c'était pas possible. Donc, ça, on a fermé les yeux. Mais pour l'Agence spatiale européenne, qui avait cette magnifique mission vers Mars qui était prévue, en revanche, la mission a été arrêtée alors qu'elle était à quelques semaines du décollage. Donc, il ne restait plus que Luna 25. Et Luna 25, ce n'était pas une mission fantastiquement compliquée. C'était poser une sonde et puis derrière un pénétrateur qui était censé un petit peu forer. L'originalité, c'est que c'était au pôle Sud. Et c'est au pôle Sud que, théoriquement, on va trouver les conditions idéales pour faire une base lunaire, si un jour on doit faire une base lunaire, à savoir peut-être de l'eau gelée au fond d'un cratère, mais vraiment au fond. Et pourquoi cette eau est gelée là? Parce que les rayons du soleil ne lui parviennent jamais. Et puis, se poser au bord du cratère, parce que pour faire fonctionner des instruments, il vous faut du soleil, il vous faut une source d'énergie. Donc, la Russie aurait été, d'une certaine façon, la première à se poser à cet endroit-là, sur la face cachée de la Lune, au pôle sud de la Lune. La face cachée, c'est les Chinois qui ont réussi ça il y a quelques années. Donc, c'était très important. On sait que le spatial russe, il est sous-financé depuis quasiment la fin de l'Union soviétique. Alors le spatial, quel spatial en fait? Le spatial d'exploration. Parce que le spatial commercial, le spatial militaire ou le spatial scientifique à destination de la Terre, est-ce que le spatial russe est toujours aussi performant qu'il l'était à l'époque des soviétiques? Oui, non, parce que pour une raison toute simple, on a évoqué tout à l'heure le budget spatial américain. Le budget spatial américain, c'est plus de 60 milliards de dollars par an. Le deuxième budget spatial le plus important, c'est peut-être celui de la Chine, qui ne donne pas de chiffre officiel, mais qui est sans doute autour de 20 milliards de dollars. Le troisième, ça serait les Européens, tout confondu, et on est, mettons, à 15 milliards de dollars. Ensuite, on arrive sur la Russie, qui a le même budget spatial que le Japon. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup parler du Japon, mais enfin bon, ils n'ont pas des vols habités, etc. Ils font de très belles missions scientifiques, mais il n'y a pas une infrastructure comparable à celle de la Russie, autour de 4 milliards de dollars. Donc on parle de 4 milliards de dollars contre plus de 60 milliards de dollars. Et le dernier, c'est l'Inde avec 2 milliards de dollars. Et si vous voulez, cet échange de 4 à 60, donc on multiplie par 60 divisé par 4, ça fait 15, cette histoire. Si on a 15 fois moins de budget depuis plus de 30 ans. Donc vous imaginez un peu la différence. Et le spatial russe, il se survit essentiellement grâce à la commercialisation. Commercialisation avec ou sans échange de fonds, et en tout cas à une époque avec des transferts de technologie pour précisément tout ce qui était la Station spatiale internationale.
Et puis, l'autre grande caractéristique de la Russie, c'est des lanceurs extrêmement fiables et peu coûteux. Et c'est pour ça que nous, en Europe, à Kourou, on avait un lanceur Soyouz, c'est-à-dire un lanceur russe. Lanceur russe qui est d'ailleurs toujours à Kourou parce que les équipes sont rentrées, mais le lanceur, il est resté là-bas. Il est en train de rouiller, lui. Il n'est pas prêt de partir. Et donc, du coup, si vous voulez, la science, ça n'a jamais intéressé le président Poutine. Bon, mettre de l'argent dans la science pour la science, certainement pas. Alors, tant que la Russie était dans des missions en coopération, donc les missions avec l'Agence spatiale européenne, la Russie aurait dû se poser sur Mars avec nous, les Européens. Bon, c'est terminé. Et donc, du coup, la Lune, c'était tout ce qu'il leur restait véritablement. Ça a été un échec. Ça a quand même été un échec assez tardif. Donc, la sonde est bien partie, elle a été mise correctement en orbite, elle a commencé les manœuvres de descente et c'est là qu'elle a eu un problème. Donc, il y a 2 autres missions qui suivent, Luna 26, Luna 27. Donc, on peut espérer qu'effectivement, ils arriveront à se poser. Mais c'est vrai que leur budget est un budget ridicule. Alors, toujours pour la Russie, on vient de l'aborder. Comment expliquer que, eh bien, il n'y a plus que dans la Station spatiale internationale qu'il y ait une coopération? Alors, est-ce qu'il y a un peu d'hypocrisie de la part de l'Occident, France comprise, hein, évidemment? Alors, on a 2 versions. Alors, il y a un fait qui est absolument incontestable, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que dans la station, il y a un seul module qui fournit l'eau, l'électricité, qui recycle l'air, etc. Il y a un deuxième module qui fait la navigation, qui maintient la station. Il y a tous les modules autour dans lesquels on vit et on fait les expériences. Et tout ça, c'est intégré dans un seul système. Donc, vous ne pouvez pas imaginer de faire fonctionner la station si vous ne fonctionnez pas tous ensemble. Donc, la station, théoriquement, c'est 2 grands partenaires, les États-Unis et la Russie. Les modules de survie, ce sont des modules d'origine russe, puisque c'est le recyclage, en fait, de ce qui était leur ancienne station spatiale Mir. Après, l'argent, très honnêtement, l'argent, les technologies sophistiquées et la masse des instruments à bord, ils sont américains, clairement, avec un peu d'Européens, un peu de Japonais et un peu de Canadiens. Donc si, c'est très simple, hein, soit l'interdépendance, eh ben, on admet qu'effectivement, quand on est dans l'espace, ça l'emporte sur les rivalités terrestres. Et dans ce cas-là, eh bien, on continue à faire l'ISS en coopération avec les Russes. Ça, je dirais, c'est la gentille version. C'est celle où on se dit on est capable de dépasser les compétitions terrestres dans l'espace. Ou soit on a la version plus cynique. Ben, de toute façon, on ne va pas laisser retomber la station. Et si on ne veut pas laisser retomber la station, eh bien là, effectivement, on ne peut pas continuer sans les Russes. Et donc, on continue avec. Alors, toujours dans l'actualité, mais encore plus proche de nous, il y a quelques jours, Vladimir Poutine a rencontré Kim Jong-un, le grand leader nord-coréen, un ami des démocrates, comme tout le monde le sait. Ils se sont vus au cosmodrome de Vostochny, donc un des 2 cosmodromes russes, puisqu'il y a Baïkonour que tout le monde connaît, mais les Russes il n'est pas en Russie, Baïkonour, alors que Vostochny, il est bien en Russie. Et là, annonce absolument incroyable, conditionnel quand même, si la Corée du Nord le souhaite, les Russes pourraient entraîner un astronaute nord-coréen et éventuellement le lancer. Donc question, est-ce qu'ils oseraient le lancer et l'inviter à bord de la Station spatiale internationale? Ah, ça va être compliqué. Là encore, je pense que les juristes vont s'amuser parce qu'il y a un accord international sur justement les invités à bord de la station spatiale et il y a une forme de partenariat. C'est-à-dire que les Russes ont un certain nombre de sièges et de places à bord de la station et les Américains ont les leurs et puis ensuite les Européens et les Canadiens. Donc techniquement, je pense que la Russie peut toujours mettre un Nord-Coréen dans un vaisseau, faire décoller le vaisseau de Baïkonour, du Kazakhstan, puisqu'il continue à partir de là, et le faire arriver sur la station. Mais en fait, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, parce que la Corée du Nord est au banc des Nations Unies, finalement, pour les essais de missiles qu'elle a réalisés, et alors même que la Corée du Nord a quand même lancé des satellites, hein, pas hyper performants, mais elle en a lancé 3, elle n'est toujours pas reconnue comme nation spatiale. Parce que, précisément, les États-Unis, utilisant la décision des Nations Unies, interdit à la Corée du Nord de faire la moindre chose qui décolle de la Terre.
Un lanceur, c'est pas un missile. Et théoriquement, le traité de 1967, dont parlait Lucie tout à l'heure, dit qu'on a le droit de libre accès et de libre utilisation de l'espace. Mais là, dans le cas particulier des Nord-Coréens, on est bloqué. Donc, ceci dit, la Russie peut faire un bras de fer et une fois que le Nord-Coréen sera à la porte de la station, on ouvrira les coutilles. Mais quel est l'intérêt d'aller jusque-là? C'est pas absolument évident. Et puis, de toute façon, ça va prendre du temps parce que ça va prendre le temps d'entraîner éventuellement l'astronaute nord-coréen et puis même le temps qui rentre dans la liste des vols qui sont autorisés. Donc, ça ne me paraît pas extrêmement probable. En revanche, ce qui est intéressant, outre l'image quand même qui n'est pas très positive de Poutine qui rencontre un des pires autocrates qu'on ait sur la planète, bon, c'est quand même un curieux affichage, mais outre cette image, ce que ça rappelle quand même, c'est que la base de Vostochny, elle est située en Sibérie, en Extrême-Orient. Et là, c'est le tournant vers l'Asie de la Russie, dont on parle très peu. On parle toujours du tournant des États-Unis vers l'Asie, mais la Russie aussi. Et la Russie, c'est une puissance qui a l'essentiel de son territoire, hein, on va parler comme géographe, le maximum de mètres carrés, il est de l'autre côté de l'Oural et donc il est en Asie. Et à partir de là, il y a un affichage qui s'est fait à une époque où la situation internationale était moins tendue. La Russie a essayé, par exemple, avec la Corée du Sud, de développer autour de Vostochny un genre de cité universitaire et de l'innovation. Et le spatial, il a des règles qui ne sont pas non plus toujours les règles de la politique internationale. Et par exemple, la Corée du Sud, son lanceur, la Corée du Sud, ça ne vous a peut-être pas marqué, mais est une puissance spatiale, elle a un propre lanceur, et elle l'a développé avec les Russes. Elle ne l'a pas développé ni avec les Européens, ni avec les Américains. Elle l'a fait avec les Russes parce que c'était moins cher et parce qu'ils étaient sûrs que ça marcherait. Mais fondamentalement, il y a aussi ce symbole quand même de la Russie comme puissance asiatique, au moment où en plus la Russie refuse le modèle occidental. Alors, quittons les Russes un petit peu pour aller justement en Inde, puisque les Indiens, eux, ont réussi un coup absolument extraordinaire. Première tentative sérieuse pour se poser près du pôle sud. Alors, ce n'est pas exactement le pôle sud lunaire, mais voilà, ils se sont posés dans les régions de très haute latitude sud, sur la Lune, de façon absolument remarquable, chose que personne n'avait fait au préalable, et surtout pas l'Agence spatiale européenne, les Français, la NASA ou même les Russes. Ouais. Alors, les Indiens commencent vraiment maintenant à compter dans le spatial. Les Indiens, c'est vraiment une puissance spatiale très originale et d'une certaine façon très attachante. Je vais vous raconter une anecdote. Je regardais en direct avec un collègue qui est à Bangalore, qui est le représentant du CNES à Bangalore, que je connais depuis très longtemps. Et on était tous les deux sur YouTube en train de regarder l'alunissage de la sonde Chandrayaan. Et bon, la sonde se pose, ce qui est quand même un immense succès technique, hein, vraiment, surtout que c'est une sonde qui a été lancée avec un petit lanceur, qui a voyagé plus longtemps, donc elle avait plus de chances d'avoir des pannes. En 2019, les Indiens avaient échoué, là, ils ont réussi, c'était la première fois. Donc vraiment, un grand moment de succès, et on voyait bien, enfin, si vous retombez sur des images de YouTube, vous verrez le ravissement dans la salle de tir, et il m'envoie en WhatsApp immédiatement un SMS qu'il venait de recevoir de son marchand de légumes, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, tout se passe par téléphone et etc., qui disait, c'est génial, avec les petits smileys, c'est génial, ce soir, quand on va regarder la Lune, l'Inde sera sur la Lune, j'offre 10% de remise sur tous les produits du magasin. Et là, vous vous dites que vraiment, le spatial indien, c'est un spatial populaire. C'est-à-dire que tous les Indiens, toutes les infrastructures, ils le font avec du spatial. Parce que quand, dans les années 60, on a fait les premiers satellites de télécom, les premiers satellites d'observation de la Terre, l'Inde, elle n'avait rien comme infrastructure. Elle n'avait pas de cartographie, elle n'avait pas de suivi possible du territoire, elle n'avait pas de moyen de désenclaver. C'est grand l'Inde, hein, c'est un semi-continent. Et donc, du coup, ils ont fait tout de suite du téléenseignement, de la télémédecine, en utilisant des satellites américains, en utilisant des satellites occidentaux. Donc, pour les Indiens, le spatial, c'est un élément de leur vie quotidienne. C'est vraiment quelque chose pour lequel ils ont toujours eu beaucoup d'intérêt. Et en plus,
les Indiens, où il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'ingénieurs qui s'intéressent, bon, il y a de l'électronique, il y a de l'ingénierie, etc. L'agence spatiale indienne, par exemple, quand elle fait des missions comme la mission Chandrayaan, elle a un autobus. Et cet autobus, il circule, mais dans les coins les plus reculés de l'Inde, avec la maquette réduite de Chandrayaan, les instruments qu'il y a à bord, et on s'arrête dans les villages et on montre aux enfants comment ça marche, etc., etc. Donc on est vraiment dans quelque chose de totalement différent, qui en plus, je vous rappelle, l'Inde, c'est le plus petit budget spatial, 2 milliards de dollars. Donc, quand ils avaient fait une mission vers Mars, qui était la mission Mangalyaan, donc c'était il y a 4-5 ans maintenant, cette mission, elle a réussi à tourner autour de Mars avant les Chinois et avant les Japonais. Donc, vous imaginez la fierté indienne. Et ils ont beaucoup insisté sur le prix que cette mission avait coûté et qui était exactement le montant du film Gravity. Donc, en disant, à Hollywood, on fait un film, et bien nous, on fait une vraie sonde qui va tourner autour de Mars pour apprendre des choses sur Mars. Et ça aussi, ça avait été un grand moment de fierté indienne. Donc là, la mission Chandrayaan, elle n'est pas une mission très longue. Ils ont un jour lunaire. Ils ne se sont pas réveillés, là, d'ailleurs. C'est ça, voilà. C'était 14 jours terrestres, donc un jour lunaire. On sait très bien que se réveiller de 14 jours de nuit lunaire, c'est vraiment, vraiment compliqué. Il y a une mission chinoise qui ne s'est pas réveillée non plus. Et c'était U2, et il y avait des petits SMS parce qu'ils avaient créé un site spécial qui disait « Je ferme mes panneaux, je vais m'endormir, je ne suis pas sûr de me réveiller, de pouvoir vous retrouver, etc. etc. » Bon, U2 ne s'était pas réveillé et là, Chandrayaan ne s'est pas réveillé. Mais ils ont quand même aussi un petit rover qui est descendu à la surface et qui a roulé. Donc, deuxième exploit. Deuxième exploit. Un très, très beau, très, très belle mission. Et en fait, l'ISRO... Alors là encore, on a parlé tout à l'heure du spatial commercial. En Inde, il n'y a pas de spatial commercial du tout. Il n'y a pas d'industrie spatiale privée en Inde. Et ça marche très bien, la preuve. Ceci dit, ça va s'arrêter. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas demander à une agence spatiale de faire à la fois de la recherche, ils ont un télescope qui vient de partir, de faire des missions lunaires, de faire des missions martiennes, de faire des satellites de télécom, d'observation de la Terre, de navigation, de météo, et derrière, qu'il n'y ait pas quand même des industriels qui fabriquent. Parce que pour l'instant, c'est l'ISRO, l'agence spatiale, qui fait absolument tout. Elle sous-traite à droite et à gauche, et elle cherche. Il y a une espèce de périple systématique qui d'ailleurs évoque le vieux pèlerinage sanskrit où ils vont chercher les ressources à droite à gauche, mais après tout est intégré par l'ISRO. Et ça, c'est plus possible, parce que maintenant le spatial indien, il est trop grand, il est trop performant et il a trop de demandes en plus. Donc ils sont en train de créer une industrie spatiale privée. On verra ce que ça deviendra, mais l'idée, c'est quand même que cette industrie, elle ne coûte pas trop cher, qu'elle n'ait pas trop besoin de faire des bénéfices, et on n'est pas du tout dans l'astrocapitalisme, ce n'est pas du tout leur modèle. Le New Space indien, pour eux, qui existe, le terme, ils l'utilisent, c'est vraiment l'idée de faire de l'innovation, de faire monter des startups, de faire monter des ingénieurs et de leur donner des chances avec l'ISRO qui leur donne les technologies, qui leur fournit l'apprentissage et de leur ouvrir des opportunités pour qu'ils fassent évoluer le secteur. C'est plutôt ça. Alors, juste avant de terminer avec les Indiens, il y a 2 autres points. Donc effectivement, ils ont mis il y a quelques jours en orbite solaire, donc sur un point un peu étonnant du système solaire qui s'appelle le point de Lagrange L1. Il en existe plusieurs, c'est un peu compliqué. Ils ont mis sur le point L1 donc une sonde d'observation du Soleil. Là aussi, c'est encore une réussite un peu éclatante, enfin totalement éclatante et magnifique. C'est un peu insolent même, presque. Oui, alors bon, ceci dit, les Chinois ont mis au point de L1 des satellites. Alors les points de Lagrange, en réalité, c'est un système, je vais faire très simple, qui permet d'avoir en permanence une vision. Alors pour ceci, il y a le point de Lagrange entre 2 corps, quels que soient les corps, mais là l'idée c'est de pouvoir en permanence continuer à être en liaison avec la Lune et en liaison avec la Terre. Et donc pour pouvoir se poser sur la face cachée de la Lune, les Chinois ont déjà déposé des satellites de télécom au point de Lagrange. Là c'est plus logique, ce que font les Indiens, c'est d'aller mettre un télescope très loin pour justement pouvoir ouvrir sur
parcelle et une autre approche du Soleil. C'est une très belle mission. Et puis le père du spatial indien, Vikram Sarabhai, celui qui a vraiment théorisé cette idée d'un spatial utile à l'époque de Gandhi, eh bien c'était d'abord un astrophysicien. D'astrophysicien qui avait été formé à Cambridge et donc il y a une continuité et là encore les Indiens rappellent que le père de leur spatial c'était un grand scientifique et donc on retrouve aussi une fierté nationale sur le fait que l'Inde est une grande nation scientifique et pas seulement une grande nation qui sait faire un espace pratique et pas cher. Alors dernière question sur l'Inde, tout ça c'est magnifique mais il y a aussi du spatial militaire. Et ils ont démontré il y a quelques années, un peu de manière explosive, sans mauvais jeu de mots, qu'ils étaient capables quand même de dégommer depuis le sol un satellite en orbite. Et d'ailleurs, ça a créé beaucoup de pollution spatiale en orbite autour de la Terre. Mais surtout, du coup, ça a démontré aussi leur capacité. Donc ils ont montré à la Chine et au Pakistan notamment qu'il ne fallait pas venir les ennuyer, quoi, qu'ils étaient capables d'avoir du répondant. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les essais anti-satellites. Le petit nom, c'est ASAT, anti-satellite. Et ce sont les essais les plus stupides qu'on puisse faire, puisqu'en fait, ça consiste, depuis un missile qui est tiré depuis votre propre territoire, à intercepter votre propre satellite et soit vous faites exploser à proximité et poum, du coup le satellite il en meurt, soit vous êtes vraiment très très précis en balistique et vous tapez le satellite et vous explosez le satellite et là c'est magique parce que vous faites des milliers de débris. Alors ça s'est beaucoup fait au début des années 60 entre l'Union soviétique et les États-Unis. Puis très vite, ils se sont arrêtés parce qu'ils se sont aperçus qu'à l'époque, les satellites, c'était quand même ce qui permettait de gérer la menace nucléaire, puisque c'était à travers les satellites qu'on pouvait voir où étaient placés les missiles intercontinentaux et voir si éventuellement il n'y en avait pas un qui pourrait être un jour amené à décoller. Donc très vite, ils ont sanctuarisé l'espace en disant non, il faut que les satellites soient préservés et qu'il n'y ait justement pas d'attaque sur les satellites. Ça, c'était quand ils étaient que 2. Ça a plus ou moins traîné comme ça. De temps en temps, les Américains, avec l'idée géniale de faire la guerre des étoiles, des Reagan, ont remis des systèmes qui étaient susceptibles d'intercepter d'autres satellites, etc. Un point important quand même, le traité de 67, ce fameux traité, le seul grand traité international, il dit qu'on doit faire des usages pacifiques de l'espace. Alors, on triche un peu avec le mot pacifique puisqu'on utilise les satellites pour les militaires et qu'il y a même des militaires qui s'offrent leurs propres satellites, en particulier américains, qui représentent quand même, les satellites militaires américains représentent 80% de l'ensemble des satellites militaires dans le monde. Donc, on voit un peu qui a la puissance. Mais bref, on avait un peu remis ça au goût du jour. Et puis, en 2007, vraiment, le pays qui a fait sauter le consensus, ça a été la Chine. Parce que la Chine, en 2007, elle a fait exploser son propre satellite avec un missile depuis le sol, histoire de montrer aux Américains, une fois de plus, c'était dans une période de tension, histoire de montrer aux Américains que, puisque les Américains ne voulaient pas négocier sur l'interdiction d'armes dans l'espace, eh bien finalement, on allait leur prouver que même pour eux, c'était dangereux. Sauf que ça a été très curieusement mené par le gouvernement chinois, qui a fait cet essai la veille du jour où il ouvrait à Genève des négociations pour promouvoir l'interdiction des armes dans l'espace. Donc inutile de vous dire que l'ambassadeur chinois qui s'est retrouvé le matin devant les collègues avec un essai Assad qui avait fait des milliers de débris la veille, il était dans une situation un peu difficile et il n'était pas très communicant. Ce qui a laissé penser que on avait peut-être un peu oublié de le tenir au courant. C'était d'autant plus stupide la manière dont ils l'ont fait qu'ils ont fait ça à une altitude élevée et que du coup ils ont créé des milliers de débris, si bien que tout le monde a protesté d'une voix absolument générale. Et là encore, on se rend bien compte qu'on a sans doute eu beaucoup plus les militaires antimissiles chinois qui ont convaincu quelqu'un qui n'était peut-être pas très au courant des implications spatiales que ça valait la peine de faire cette démonstration. Bon, les Indiens, le tir Assad de 2007, c'était quand même un mauvais souvenir. Et puis, le spatial, c'est quand même aussi très lié aux relations internationales. Alors, je suis désolée de faire le détour par là, mais vous allez voir, c'est vraiment important.
Début du spatial, il y a deux grandes technos qui se mettent en place. C'est le nucléaire d'un côté, avec la bombe nucléaire et les missiles, et l'espace de l'autre côté. C'est deux technos différentes, mais elles sont liées. L'Inde, quand elle a voulu faire des essais nucléaires, s'est retrouvée confrontée à ce qu'on appelle le traité de non-prolifération nucléaire. Ce traité de non-prolifération, il a été signé par les États aux Nations Unies. Et en gros, il dit que tous les États qui ont déjà fait des tests ont le droit d'avoir fait des tests et d'avoir des armes nucléaires, mais que tous les États qui voudraient faire des tests, ça leur est interdit. Et l'Inde, elle avait bien l'intention de devenir une puissance nucléaire, précisément dans sa relation potentiellement conflictuelle avec la Chine. Et donc l'Inde a quand même fait son essai nucléaire et elle s'est retrouvée mise au banc des Nations Unies, ce qui a été quand même très, très difficile et politiquement et diplomatiquement très compliqué. Ça, c'est un vrai traumatisme indien. Et là, les Indiens se sont dit, attention, les Chinois ont testé des antisatellites, les Russes maîtrisent l'antisatellite, les Américains maîtrisent l'antisatellite. Bon, les Européens, nous, on va dire qu'on est un peu plus intelligents et on sait que technologiquement, on saurait le faire, on n'a pas éprouvé le besoin de faire plein de débris. Mais nous, si un jour est signé un traité de non-prolifération des armes dans l'espace et d'antisatellites, nous, on va se retrouver exclus. Vieille histoire. Et ça, pas deux fois. Et ça a été un des éléments vraiment déterminants pour qu'ils fassent cet essai. Le deuxième élément déterminant, c'est arrivé en pleine campagne électorale, au moment où le Premier ministre Modi n'était pas dans une période si facile que ça pour se faire réélire, parce que la situation économique n'était pas bonne et parce qu'il y avait des problèmes au Cachemire. Donc du coup, c'est très intéressant de voir que quand il est arrivé, Modi, il a demandé à un institut qui s'appelle l'IDSA à Bangalore, il lui a demandé une étude sur qu'est-ce qui se passerait si l'Inde faisait un essai antisatellite. Et le résultat de l'étude, c'était de dire, si on le fait suffisamment bas pour qu'il n'y ait pas trop de débris, ça passera. Et du coup, il a saisi cette opportunité et il a commandé cet essai antisatellite, qui a été un essai réussi à une altitude suffisamment basse, mais ça a quand même fait des débris. Les Américains ont protesté, la communauté internationale a un peu protesté, mais au moins l'Inde, une fois pour toutes, elle est sûre qu'elle fait partie des grandes nations spatiales. Bon, la fin de l'histoire avec tout ça, c'est que très honnêtement, si un jour doit y avoir des conflits dans l'espace, des attaques de satellites, alors ça serait un vaste sujet dont on pourrait parler. Il faut quand même juste se rappeler que le milieu spatial, il ne ressemble pas ni au milieu aérien, ni au milieu maritime, ni au milieu terrestre. Ça ne marche pas du tout pareil, les satellites. Ça tourne, ça fait toujours les mêmes orbites, etc., etc. Les manœuvres, c'est très compliqué. Mais si un jour doit y avoir des attaques dans l'espace, il y a plus de chances que ce soit des attaques cyber ou des attaques électroniques que d'aller tirer avec un missile pour choper un satellite qui passe à une vitesse extraordinaire. Et quand vous tirez votre propre satellite, vous avez toute votre caractéristique orbitale, donc ça va. Mais quand vous tirez le satellite de quelqu'un d'autre, c'est quand même sacrément plus compliqué. Donc très honnêtement, ces essais Assad, c'est vraiment beaucoup de démonstrations politiques, beaucoup plus que de réellement capacité militaire dans l'espace. Parlons maintenant des États-Unis. Alors évidemment, quand on parle du spatial, d'abord, c'est souvent des États-Unis dont on parle, mais il y a quand même un personnage depuis 20 ans qui fracasse littéralement le sujet. Alors, il ne laisse pas indifférent, il y en a qui l'adorent, il y en a d'autres qui le détestent, évidemment. Tout le monde a en tête le fameux Elon Musk, papa de 11 enfants d'ailleurs, au passage. Hein, il vient d'avoir 11 enfants, là, enfin le 11e. Avec plusieurs femmes. Hein. Avec plusieurs femmes, ça c'est... Un détail. Ça, c'est le sujet, disons que c'est son problème à lui. Oui, enfin, c'est bien pour les femmes qu'il y en ait eu plusieurs pour en faire 11. Enfin, c'est un avis plutôt personnel. Bon. Alors, effectivement, Elon, il a quand même une entreprise, enfin, il a plein d'entreprises, mais il y en a quand même une qui nous intéresse plus que les autres, c'est SpaceX. Ouais. Alors, c'est les superlatifs, hein, parce que d'abord, il est absolument remarquable. Il y a quand même... Là, il vient de battre encore le nombre de tirs avec succès. Donc, on est à largement plus de 200 tirs successifs qui sont complètement réussis. Il a déjà le record absolu du nombre de satellites mis en orbite et ses propres satellites. Donc, ce n'est pas seulement les satellites des autres. Il est à plus de 6000 satellites.
Il doit en avoir, ou plus de 5000, je ne sais plus, on n'arrête pas de les compter. Il y en a qui tombent. Alors, il y en a qui tombent, il en a perdu 200 en 2 mois. Voilà, il en a encore 4000 actifs. Peut-être avez-vous vu cet été des trains de satellites pendant vos vacances, qui sont les fameux Starlink. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce monsieur Elon Musk, Isabelle? Est-ce que c'est un génie? Est-ce qu'il est backé ou backé par le Pentagone? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, moi, que vous le disiez en introduction, je suis une géographe et je travaille sur l'occupation de l'espace. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que je me suis amusée à compter les satellites. Alors, ma vie était belle jusqu'à l'arrivée d'Elon Musk, précisément. C'est-à-dire qu'en gros, Elon Musk, en 3 ans, il n'y a pas que lui, hein, il y a eu des petits satellites qui ont été développés indépendamment d'Elon Musk. Mais en gros, en 3 ans, on a commencé à lancer à peu près autant de satellites que ce qui avait été lancé depuis 50 ans. Donc, si vous voulez, compter les satellites un à un, c'est devenu d'un seul coup beaucoup moins sympa. Et quand Elon Musk fait un tir dans lequel il y a entre 30 et 40 satellites, voire 50 satellites dans le même tir, et que c'est exactement le même satellite qui va mettre sur des orbites, ça n'a plus beaucoup de sens pour moi en tant que géographe de m'amuser à compter les satellites et l'occupation des orbites. Ça change complètement les choses. Ce qui est intéressant, d'une manière générale, je fais de l'étude comparée des politiques spatiales et je mets un État à part, qui est celui que je regarde le moins. Le grand spécialiste de ça, c'est Xavier Pasco en France. Il regarde les États-Unis. Et croyez-moi, ça l'occupe à 100%. Moi, je regarde le reste du monde. Ça m'occupe aussi à 100%. Mais ça vous donne déjà une idée un petit peu du balancement. Les États-Unis, c'est une hyperpuissance. C'est un cas à part. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on s'amuse à décliner le New Space américain, qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui se passe en Inde, qu'est-ce qui se passe en Europe, on ne parle plus des mêmes choses. On emploie le même mot, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Elon Musk, il ne peut exister qu'aux États-Unis, parce qu'il n'y a qu'aux États-Unis que la NASA, depuis plus de 15 ans, essaie désespérément de faire monter des compétiteurs privés. L'idée aux États-Unis, c'est que l'argent public, c'est valable dans le spatial comme dans tous les domaines, l'argent public, il doit servir un entrepreneuriat privé. Que la richesse, ça doit être une richesse capitalistique qui est faite par des entrepreneurs et des sociétés privées. On n'est pas du tout dans ce schéma-là, nous, en Europe. Hein. Et donc, l'idée, c'est de dire la NASA va mettre de l'argent public auprès d'entreprises et la meilleure des entreprises qui fera la démonstration de ses capacités touchera le pactole. Et régulièrement, la NASA distribue, dans le cadre de concours, de compétitions, d'appels d'offres, plusieurs centaines de millions qui ont permis à Elon Musk de développer son premier lanceur, le lanceur Falcon. Là où le système américain est très époustouflant pour nous, c'est qu'ils acceptent que l'entrepreneur prenne un risque important. Et le risque qu'Elon Musk a pris, ça a été de faire des lanceurs réutilisables. C'est-à-dire de dire, on ne va pas se contenter de lancer un satellite avec un lanceur, même plusieurs satellites dans le même fusée, et puis la fusée, c'est fini, on refait une fusée, on recommence. C'est comme ça qu'on fonctionnait dans le spatial, quasiment jusqu'à la navette spatiale. Mais la navette spatiale, elle emportait des gens, donc elle revenait sur Terre. Mais elle était extrêmement coûteuse parce qu'il y avait des êtres humains à bord. Donc là, Elon Musk, il a dit, on va faire un engin à l'économie, c'est-à-dire qu'il va partir et puis on va récupérer tout ce qu'on va pouvoir récupérer, les moteurs, le premier étage, si on peut le deuxième étage, on va les recycler, très écolo Elon Musk, on va les recycler et on va les faire repartir, ça va baisser les coûts. Et à la surprise générale, sans doute parce que la manière dont Elon Musk a conçu son programme de lanceurs réutilisables s'inspirait beaucoup des outils numériques et de la simulation numérique et de l'intelligence artificielle, ce qui n'était pas la culture des autres industriels du spatial, ni aux États-Unis, ni en Europe. Il a du coup complètement modélisé ce que pourrait être un lanceur réutilisable. Il a un peu ubérisé l'industrie. Il a ubérisé l'industrie derrière, mais il a surtout modélisé ce concept de lanceur réutilisable. Et moi, je me souviens très bien qu'en Europe, à l'époque, vous aviez les grands noms du spatial industriel qui disaient « mais ça ne peut pas marcher. Physiquement, ça ne peut pas marcher. » En fait, physiquement, avec les outils que nous utilisions pour faire la simulation, ça ne marchait pas. Mais si vous preniez d'autres outils et que vous partiez du principe que ça devait marcher, vous étiez dans une démarche complètement différente et c'est ça qu'il a fait. Ça lui a pris du temps, mais il y est arrivé.
Quand il y est arrivé, il s'est retrouvé, Elon Musk, dans une situation un petit peu compliquée, qui est que, bon, son système marchait, mais pour qu'il soit économiquement rentable, il fallait le tirer très souvent. Parce que si vous avez un truc réutilisable, mais que vous le tirez 3 fois par an, ça ne vaut pas le coup. Et c'est là qu'il a fait fusionner, c'est là que c'est un grand homme d'affaires, je veux dire. Il a fait fusionner ça avec sa fameuse constellation de satellites de télécom. C'est-à-dire, je fais plein de satellites de télécom en constellation, ils seront pas chers parce qu'ils vont être lancés pour pas cher. Et je fais plein de lanceurs réutilisables, ils seront pas chers parce qu'ils vont lancer des satellites pas chers. Bingo. Et ça marche tant que le système marche. Mais le grand enjeu aujourd'hui pour Elon Musk, c'est que Starlink, sa constellation de satellites de télécom, elle réussisse vraiment économiquement. Et c'est là que les États-Unis sont les États-Unis et que personne d'autre ne peut les imiter, parce qu'il y a à la fois un développement économique de l'Internet qui est très important, et puis parce qu'il y a à nouveau le Pentagone. Et que le Pentagone, lui, se dit, mais 40 000 satellites, parce que c'est l'idée, à la fin du fin, c'est ça l'ambition d'Elon Musk, 40 000 satellites, s'il y a à nouveau des États qui ont l'intention de nous flinguer nos satellites pour nous empêcher de les utiliser comme on les utilise dans les conflits pour la surveillance de la Terre et le reste, ils n'y arriveront pas. 40 000, c'est génial. D'un seul coup, ça fait une redondance extraordinaire. Et donc, Elon Musk, il se retrouve avec des financements étatiques, aussi bien du département de la Défense que des industriels classiques qui sont extrêmement importants. Si bien que même si le modèle de son Internet mondial ne marche pas aussi bien que ce qu'il espère, et ça ne vous étonnera pas si je vous dis que la Chine a déjà dit non, chez nous, ça ne marchera pas, Starlink, on ne s'abonnera pas. Et ben, même s'il n'a pas la Chine, ce qui est quand même un gros marché qui disparaît, il va s'en sortir avec le reste du marché occidental. Et donc ça, c'est véritablement un modèle qui ne peut être qu'un modèle américain, où en plus vous avez le mythe de ce fameux entrepreneur génial, self-made man, etc., etc. Alors le temps a passé, Isabelle. Il nous reste que quelques instants, en fait. J'aurais encore des centaines de questions, évidemment, parce qu'on n'a pas parlé de l'Europe, on n'a pas parlé de la France, on n'a pas parlé du Japon, ou à peine. D'ailleurs, juste pour terminer, SpaceX, il devrait faire une centaine de tirs cette année, ce qui est considérable. Quand nous, on a du mal à en faire combien? 10. Oui, et encore. Bon, disons 3, et on sera large. On en a eu fait 10. On a eu fait 10. Voilà, cette année, on ne fera pas 10. Ah non, bah ça n'est pas. Alors, Chloé est sûrement dans la salle, avec le micro. Vous avez peut-être... On a le temps pour 2 questions. Et après, je reste. Mais et pas alors, sur après, l'estrade. on pourra prendre des questions en off, mais effectivement, il ne faut pas prendre trop de retard. Allez, 2 questions. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question à propos du budget des Russes. Est-ce qu'on a une idée sur le coût? Parce que j'imagine que 4 milliards, et j'imagine que le développement se fait avec les produits russes, avec les ingénieurs russes, ce n'est pas vraiment 4 milliards aux États-Unis. Alors, ce n'est pas 15 fois moins qu'aux États-Unis. Combien de fois c'est moins? Dans le spatial, il y a plusieurs choses. Il y a la production. Et là, la production, effectivement, les ingénieurs russes, ils ne sont pas très bien payés dans le spatial. C'est aussi pour ça qu'il y a un problème de renouvellement des générations, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs russes et il y a d'autres secteurs qui les attirent plus. Mais il y a aussi toute la partie recherche et développement, et il y a toute la partie contrôle qualité, et il y a toute, je dirais, la partie unicité. C'est-à-dire qu'en fait, dans le spatial, c'est quasiment de l'artisanat, sauf Elon Musk. Et donc, du coup, en fait, vous ne baissez pas tant que ça les coûts, parce que vous ne pouvez pas faire tourner à plein rendement. Donc, c'est vrai que les 4 milliards, ça enlève ce qu'ils reçoivent des Européens quand ils vendaient des Soyouz, par exemple, ou ce qu'ils recevaient des Américains quand ils utilisaient des moteurs russes, parce qu'il y a des beaux lanceurs américains qui fonctionnent avec des moteurs russes, tellement, c'est fini maintenant, ça arrive à la fin, tellement les moteurs russes étaient exceptionnels. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus, mais au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui piège beaucoup la Russie, c'est qu'on l'a aidé à se moderniser, mais en gardant la main sur les technologies qu'on leur exportait. Et ça, c'est d'une certaine façon l'avantage des Chinois. Les Chinois, comme le disait Lucie, on ne les a jamais laissés à avoir des transferts de technologie. Donc, ils ont tout fait eux-mêmes. Les Russes, à partir des années 2000,
ou même à la fin de l'Union soviétique, quand ils ont commencé à faire la station, donc à la fin des années 90, en gros, on leur a dit « Ah non, mais ça, vous ennuyez pas, ça coûte cher, c'est compliqué à faire, ce composant électronique, etc., etc. On va vous le fournir. » Ah ben, on leur a fourni. Puis à partir de 2014, on leur a dit « Ah ben non, on vous le fournit plus. » Et puis à partir de 2021-2022, on leur a dit « On vous le fournira plus jamais. » Et donc ils ont cherché du côté des Sud-Coréens, mais les Sud-Coréens, ils sont tenus par leurs accords avec les Américains. Ils ont cherché du côté des Chinois, mais visiblement les composants chinois ne valent pas les composants qu'on leur donnait occidentaux. Et donc ça explique aussi les difficultés actuelles du spatial russe. De toute façon, il est sous-financé. Allez, une dernière question peut-être. Monsieur? Ah mais c'est pas Chloé. Non, il ne ressemble pas à Chloé. Il ressemble pas à Chloé. Monsieur? Alors j'ai deux questions. Déjà, est-ce que dans le budget américain dont vous avez parlé, le budget privé est compté? Non. D'accord. Et ensuite, est-ce que l'Europe réfléchit à ouvrir la recherche et la conquête spatiale au secteur privé? Ah oui, oui. Alors, quand je parle de budget, je parle vraiment uniquement des investissements étatiques. Hein. Donc voilà. Et l'Europe, oui, cherche désespérément. L'Agence spatiale européenne a un budget spécial pour encourager l'investissement privé et l'Union européenne a également un budget pour encourager l'investissement privé. La grande différence, c'est que en Chine, vous avez un énorme marché intérieur de gens qui ont besoin du spatial pour la même raison que les Indiens. Les Indiens, vous avez des gens qui ont besoin du spatial. Les Russes, ils en ont besoin aussi. Et les Américains, ils ont pléthore. Et nous, les Européens, on a de la 5G, on a de la cartographie, on a des télécoms. On n'a pas ce marché intérieur qui porte le secteur et qui fait que finalement, vous êtes sûr de trouver des clients. Donc pour les entreprises spatiales, c'est beaucoup plus difficile. Et pour les startups, c'est aussi cette question de qu'est-ce qu'il y a comme marché qui va nous permettre d'aller au-delà de la phase de création de la startup et de décollage de la startup. Il nous reste... alors il y a d'autres questions, mais on va les prendre à part parce que je suis navré, mais l'heure a tourné. Et donc Isabelle pourra répondre à vos questions. Je vous demande vraiment de l'applaudir chaleureusement. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Bon après-midi. Bon après-midi.